l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Les titres de ce journal. Le Premier ministre malien Ndiango Sissoko s'est rendu ce mardi à Banamba dans la région de Koulikoro où sont basés les militaires nigérians. Il s'agissait à travers ce déplacement de remercier les efforts consentis par les troupes nigérianes dans la lutte contre les groupes armés présents au Mali. Lancement ce mercredi à Dakar au Sénégal des rencontres de partage du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence PAQUET. Présidée par le ministre sénégalais de l'Éducation nationale, la cérémonie s'est tenue avec les élus locaux, les acteurs et partenaires du secteur de l'éducation et de la formation. Transparence et croisade, tel est le credo contre les paradis fiscaux. C'est un chef de l'État français quasi contraint à la fermeté dans l'affaire Cahuzac, alors qu'il a annoncé une série de mesures destinées à moraliser la vie publique en France. Merci d'avoir choisi Africable Télévision pour vous informer. Bienvenue. Le Premier ministre malien Ndiango Sissoko s'est rendu ce mardi à Banamba dans la région de Koulikoro où sont basés les militaires nigériens, membres de la mission internationale de soutien au Mali, la MISMA. Il s'agissait à travers ce déplacement de remercier les efforts consentis par les troupes nigérianes dans la lutte contre les groupes armés présents au Mali. Un reportage de nos envoyés spéciaux Aminata Mariko et Moussa Bari. Venus en appui au Mali dans le cadre de la lutte contre les groupes armés en présence, les troupes nigérianes au nombre de 1195 militaires ont reçu au sein de leur QG les témoignages de reconnaissance et de gratitude du gouvernement et du peuple malien à travers la voix du Premier ministre qui entame une série de tournées à l'intérieur du pays. Première étape, Banamba. Aujourd'hui, je me retrouve avec vous sur le terrain. Je me réjouis de ce que je viens de voir, que je viens d'entendre. Le climat ici, c'est vraiment l'exemple d'une intégration réussie, une solidarité régionale qui est à saluer. Je dois vous dire qu'il est tout à fait normal que vous bénéficiez de cette hospitalité ici. Et je vous félicite de votre intégration rapide. Après avoir passé en revue les troupes et visité leur dépôt, le chef du gouvernement s'est dit rassuré quant au professionnalisme de l'opération et le courage des soldats nigériens dans cette zone du pays où ils combattent les islamistes. Et la satisfaction que j'ai éprouvée à l'issue de cette visite, ce que j'ai vu ici, ce que j'ai entendu me rassure. Et je dirais même que c'est un exemple réussi d'intégration, de soutien, de solidarité à l'endroit du peuple malien qui traverse, comme vous le savez, une grave crise. Et encourager le contingent nigérian à poursuivre les efforts qu'il déploie pour le retour à la normale. Avant de prendre congé, Ndiango Sissoko a remis une enveloppe et des taureaux aux forces en guise de soutien. Le cortège ministériel est également passé chez les notabilités de la ville. Depuis son arrivée en janvier dernier, le contingent nigérien assure la défense de la ville de Banamba et quadrille également l'axe Banamba-Nara. Actualité au Mali, toujours. Yelema, le changement. Le parti de Moussa Mara donnait ce mercredi un déjeuner de presse. En fond de toile, les principales conclusions de la visite à Gao les 28 et 29 mars dernier, le redéploiement de l'administration et les questions sécuritaires ont été abordées. Le reportage d'Abdoulaye Koné et Seydou Niaré. C'est dans la peau d'un citoyen lambda que le président du parti Yelema s'est rendu de Sévaré à Gao pour découvrir les stigmates de la guerre contre le terrorisme et les impacts de celle-ci sur les populations. De retour à Bamako, Moussa Mara était devant la presse pour un récit narratif de son carnet de route. Près de 2 mois après la libération, il est indispensable d'aller voir. Plutôt que de regarder la télé, d'entendre, de lire les rapports, d'aller voir soi-même
ce qui a pu se passer sur le terrain, de discuter avec ceux qui ont vécu sous occupation, pour les écouter sur leur vécu et aussi les écouter sur leurs suggestions par rapport à demain, comme nous sommes dans une phase de reconstruction. Et la reconstruction nécessite la participation de tous les fils de notre pays et de toutes les filles de notre pays. En marge donc de la restitution de son périple sur l'axe Sévaré-Gao, sans aucune escorte spéciale dans ces zones jadis assiégées, le candidat au futur joute présidentiel s'est prononcé sur le calendrier électoral. Les élections, c'est la fin d'une période de transition qui n'est pas une période où on peut reconstruire durablement, qui n'est pas une période où l'extérieur reconnaît des autorités légitimes qui auraient donc la force nécessaire, la légitimité et l'envergure nécessaire de conduire des réformes majeures pour notre pays. Et les élections, il n'y en a pas de parfaites de toute façon. Les élections ont toujours des difficultés. Nous devons nous organiser pour que les élections soient les plus parfaites possibles. Et là, il faut un consensus politique surtout, et il faut ensuite un accompagnement administratif. Toujours fidèle à ses objectifs, le parti Yélema continue de prôner le changement de mentalité des hommes nouveaux pour un Mali nouveau. Ce pourquoi Yélema se bat, changement, des élus exemplaires, honnêteté, vérité, transparence, bonne gouvernance, tout le monde en parle aujourd'hui. Mais il y a certains qui sont plus crédibles que d'autres pour en parler, et qui ont pour eux le passé pour le prouver. Du volet politique, le volet éducation nous conduit au Sénégal. À Dakar, le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, a présidé ce mercredi la cérémonie de lancement des rencontres de partage du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dénommé PAQUET. La cérémonie s'est tenue avec les élus locaux, les acteurs et partenaires du secteur de l'éducation et de la formation. Un reportage de nos correspondants permanents au Sénégal, Louis Tina Sagnan, Mbendambay et Antoumar. Dans l'optique d'améliorer la qualité de l'éducation, instaurer l'équité et la transparence dans le secteur éducatif, le ministre de l'Éducation du Sénégal, Serigne Mbaye Thiam, lance un nouveau programme de 2000 milliards de francs CFA dénommé PAQUET, programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Il s'agira d'établir des contrats de performance entre la tutelle à travers ses démembrements et les services déconcentrés. Il s'agit aujourd'hui, dans ce nouveau programme, d'aller plus loin dans l'amélioration de la qualité, d'aller plus loin aussi dans l'équité pour que les réticents et les exclus du système puissent être intégrés. Je pense notamment aux enfants qui sont dans les daara, je pense notamment aux enfants souffrant de handicap qui n'étaient pas pris en charge de façon suffisante. Dans cette logique d'amélioration de l'offre éducative, les élus locaux ne comptent pas être en reste. Ils veulent apporter leur concours dans les volets prise en charge, construction scolaire, entre autres. Au nom des collectivités locales, des conseillers régionaux, des maires et des présidents de communautés rurales, nous sommes tout à fait en phase par rapport à l'orientation, par rapport à l'implication des élus, des collectivités locales pour la prise en charge réelle de la compétence éducation, pour que les élus, au niveau de la base, puissent relayer l'État dans le volet prise en charge, construction et entretien des écoles, et également aller vers l'apaisement du climat social. Le PAQUET est le nouveau programme sectoriel de l'éducation et de la formation qui couvre la période 2013-2025. En Côte d'Ivoire, le sujet sur la grève lancé lundi dernier dans l'enseignement public du primaire et du secondaire durera 10 jours. Elle est plus suivie dans le primaire. Grévistes et pouvoirs campent sur leur position. Les enseignants exigent que l'État prenne en compte leurs revendications pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le pouvoir exige purement et simplement une reprise immédiate des cours. Le reportage de nos correspondants permanents en Côte d'Ivoire, Ange Herman Niani et Herman Dogo. Portail clos, classe déserte, les enseignants des établissements publics du primaire et du secondaire sont à nouveau en grève pour une dizaine de jours, soit la 6e fois en 7 mois pour les mêmes revendications. On fait une grève pour normaliser nos salaires, pour avoir le rappel des arriérés que l'État nous doit. Mais nous demandons les pensions parce que l'État l'a fait dans une certaine injustice. Voilà pourquoi nous demandons les pensions. Nous ne sommes pas là en train de déplénicher. Entre les enseignants et le pouvoir, c'est un bras de fer qui n'en finit point. L'État affirme avoir fait de son mieux pour répondre aux revendications des grévistes. Alors il ne demande qu'une chose, la reprise immédiate des cours, là et maintenant. Tous les enfants doivent aller à l'école. Tous les enseignants doivent
accompli leur devoir d'enseigner. Même 1% d'enseignants en grève, cela est préjudiciable non seulement à notre système, à la qualité de l'enseignement que nous apportons aux enfants, mais surtout aux résultats scolaires. Le pouvoir manie donc la carotte et le bâton. 8 enseignants ont été brièvement interpellés. La grève des enseignants du primaire et du secondaire durera 10 jours, renouvelable. Voyons à présent le reste de l'actualité, en bref et en images, rassemblée et commentée par Aminata Mariko. En Côte d'Ivoire, l'armée promet une présence pérenne de 600 hommes à la frontière avec le Libéria. Le général Soumaïla Bakayogo, chef d'état-major de l'armée ivoirienne, est en tournée dans l'ouest du pays, dans la région de Douékoué, avec l'objectif de rassurer les populations et d'encourager les troupes. Cette zone frontalière est en proie à une forte insécurité sous la pression de groupes armés venus du Libéria voisin. Le mois dernier, 13 personnes ont été tuées dans des attaques. Togo Justice, Pascal Bodiona, ancien ministre de l'administration territoriale sous mandat de dépôt depuis 2012, a été mis en liberté provisoire mardi 9 avril. L'ancien ministre clame toujours son innocence. Il appelle le président de la République à organiser un dialogue avec les Togolais pour apaiser le pays. Pascal Bodiona est impliqué selon la justice togolaise dans l'affaire d'escroquerie internationale dans laquelle avait été cité l'ex-PDG d'Elf, Loïc Le Floch-Prignan, lui-même récemment remis en liberté provisoire pour raisons de santé. Première visite d'Omar El-Béchir à Juba, capitale du Soudan du Sud, depuis l'indépendance. Selon une annonce des services de la présidence soudanaise, le président soudanais Omar El-Béchir sera ce vendredi 12 avril à Juba, la capitale du Soudan du Sud. Omar El-Béchir avait déjà assisté à la cérémonie de déclaration d'indépendance du Soudan du Sud le 9 juillet 2011, mais depuis il n'était pas revenu à Juba. Grèce, un comité pour dénoncer et combattre les violences policières. C'est l'arrestation de 4 jeunes hommes, puis la publication par la police de photos retouchées de leur visage tuméfiés qui a été l'élément déclencheur cet hiver. Avocats, médecins et militants ont décidé de se mobiliser. Un comité s'est formé composé d'organisations humanitaires parmi lesquelles la Ligue des droits de l'homme et l'Association de défense des droits des détenus. Merci Aminata Mariko pour ce tour d'horizon de l'actualité. Je l'annonçais en titre, François Hollande est intervenu en personne à la télévision. Un chef de l'État français quasi contraint à la fermeté dans l'affaire Cahuzac, alors qu'il est annoncé une série de mesures destinées à moraliser la vue publique en France. Le credo, transparence et croisade contre les paradis fiscaux. L'ancien ministre français du budget ne l'imaginait sans doute pas. Son mensonge à propos de son compte bancaire à l'étranger va sans doute être à l'origine de changements majeurs. Ce midi, François Hollande a de nouveau pris la parole pour annoncer quelques mesures. Les règles qui régissent l'établissement, le contrôle et la publication des patrimoines des responsables publics seront entièrement revues. Une haute autorité sera créée, totalement indépendante. Elle contrôlera les déclarations de patrimoine, mais aussi les déclarations d'intérêt des membres du gouvernement, des parlementaires, des responsables des grands exécutifs locaux et des dirigeants des grandes administrations. Le président français entend aussi renforcer la lutte contre la grande délinquance financière avec un nouvel outil. La création d'un parquet financier, c'est-à-dire un procureur spécialisé, avec une compétence nationale, qui pourra agir sur les affaires de corruption et de grande fraude fiscale. Et enfin, François Hollande annonce une bataille contre les paradis fiscaux qu'il veut, dit-il, éradiquer en Europe et dans le monde. Les banques françaises devront rendre publique chaque année la liste de toutes leurs filiales partout dans le monde, pays par pays. Elles devront indiquer la nature de leurs activités. En d'autres termes, il ne sera pas possible pour une banque de dissimuler les transactions effectuées dans un paradis fiscal. L'ensemble de ces informations seront publiques et à la disposition de tous.
Et je veux que cette obligation soit également appliquée au niveau de l'Union européenne. Et demain, étendue aux grandes entreprises. Et tout pays qui refuserait de coopérer pleinement sera considéré comme un paradis fiscal, menace François Hollande, qui a promis une mise en œuvre rapide de toutes ces mesures. Des mesures qui ont suscité un débat houleux à l'Assemblée nationale. Vivement interpellé sur les paradis fiscaux, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a adressé une réponse tout aussi virulente aux membres de l'opposition. On l'écoute. Nous voulons élargir aussi la liste des paradis fiscaux. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, il faut se battre pour la réduire, cette liste au minimum. D'abord dans l'Union européenne. Cette réciprocité que j'évoque, elle vaut le Luxembourg vient de s'y engager pour tous les pays d'Europe. Mais à côté de nous, des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, je pense à la Suisse, eh bien il faut que les choses changent, il faut que les choses changent en Europe, il faut qu'elles changent à l'échelle mondiale. C'est tout le travail que nous allons faire, s'attaquer à la racine du mal. Dans le reste de l'actualité, la Corée du Nord, jour J, Mui 5, car d'après les services de renseignement sud-coréens, Pyongyang procédera à un tir de missile le 15 avril, jour anniversaire de Kim Il-sung, fondateur du régime nord-coréen. D'où cette vigilance accrue de Séoul, de Washington et de Tokyo, alors que Kim Jong-un brandit la menace d'une guerre thermonucléaire. Côté sud-coréen, les militants de la paix, eux, tente d'apaiser les tensions avec les moyens de bord. Un lâcher de ballons multicolores dans le ciel de Paju, près de la frontière avec le Nord, avec surtout épinglé dessus un message fort adressé au régime de Pyongyang. Nous sommes ici pour envoyer un message au leader nord-coréen Kim Jong-un, lui dire que nous devrions pouvoir coexister et ouvrir la voie à une unification pacifique. Je ne sais pas si la Corée du Nord va lancer ou non des missiles et je m'en moque. Ce qui me préoccupe surtout, c'est que je n'ai plus de travail dans l'usine de Kaesong. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté effectivement sur le site industriel de Kaesong. Pyongyang a retiré mardi ses 53 000 employés nord-coréens dont l'accès était déjà interdit depuis le 3 avril aux ouvriers sud-coréens. Dernier coup d'éclat de la Corée du Nord, elle vient de fermer aux touristes le plus important poste frontière avec la Chine à Dadong au nord-ouest. De quoi inquiéter une fois de plus la communauté internationale. Le Japon s'est déclaré en état d'alerte pour intercepter tout missile menaçant l'archipel. Des missiles patriotes ont notamment été déployés dans le centre de Tokyo et autour de la capitale. De leur côté, la Corée du Sud et les États-Unis ont relevé leur niveau d'alerte face à la menace de Pyongyang, car selon Séoul, son voisin du Nord pourrait bien effectuer un tir de missile autour du 15 avril, jour de la naissance de Kim Il-sung, le fondateur du pays. Retour sur le continent. Au Burkina Faso, la polémique a commencé en début d'année. Le prix du parking a doublé ses tarifs. Incompréhension chez les clients, tandis que quelques patrons de gardiennage se frottent les mains. Un reportage de nos correspondants permanents au Burkina, Joseph Paré et Jonas Bazi. Polémique autour du prix du parking à Ouagadougou. Le cadeau de Nouvel An que les parkers ont donné à leurs clients est sans contexte l'augmentation des frais de garde des engins qui sont passés du simple au double, 50 à 100 francs CFA. Indignation des usagers. Vraiment, j'ai accueilli ça avec un cœur mécontent parce que vraiment, ça ne me plaît pas du tout. Mais je ne connais pas cette origine d'augmentation des prix. Peut-être aussi qu'il y a un test qui dit ça, je ne sais pas. Si on ne peut pas, dans un pays comme notre pays, je pense qu'on ne peut pas faire quelque chose sans quand même avoir l'origine. Les parkers, eux, se défendent. Le travail est bien, mais c'est un peu dur. Si moto perd, c'est un problème. Et puis, si moto gaz, c'est nous arrange. C'est pour ça que nous avons dit qu'on n'a pas fait comme ça. Et puis, comme ça aussi, c'est mieux. Pourtant, dans leur rang, tous n'appliquent pas ces nouveaux tarifs. On n'a pas adopté les nouveaux prix. Parce que compte tenu de la cherté de la vie, là, on a essayé de réduire pour que ce soit à la portée de tous. En pareille situation de flou, les regards sont tournés vers l'autorité communale qui a brillé jusque-là par son silence. Aveu d'impuissance, laxisme ou complicité, en tout cas, ce silence des premières autorités de la capitale burkinabé est loin d'être compris par les populations.
Burkina Faso toujours, avant de refermer cette édition. Apprendre par le jeu, la philosophie de l'émission Maxi Tour School semble trouver son chemin à Ouagadougou. Les élèves du lycée Marien Gouabi et du lycée mixte de Gouguène ne diront pas le contraire. Ils ont pu à l'égard de bien d'autres élèves tester les vertus de cette école ambulante, voulue par des promoteurs privés dont Africable Télévision est partenaire. L'objectif, c'est l'éducation par le jeu et les jeunes s'amusent bien. Maxi Tour School, le lycée Marien Gouabi a prêté ses terrains à ses frères pour un duel de titans. Il faut que vous me coupez s'il y a un problème. C'est une émission en tout cas qui favorise l'intérêt sous-régional, vu que les établissements, bon, on n'a pas cette possibilité de pouvoir nous détendre un peu de temps en temps. Et bon, comme ça porte sur la culture générale, c'est quand même vraiment très bien, quoi. Maxi Tour School au Burkina Faso, c'est l'intégration africaine qui gagne. Je me suis rendu compte bien sûr que l'école égale école. Une école égale une école. L'école du Mali, l'école du Burkina, l'école du Niger, l'école de Dakar, l'école de l'Afrique, c'est la grande école que nous voulons transformer à une école à ciel ouvert. Véritable école à ciel ouvert, l'émission est un plateau spécial qui teste les aptitudes physiques et intellectuelles des jeunes. Au bout du compte, la meilleure des écoles burkinabées ira à Bamako pour défier celle qui y porte le bonnet du roi. C'est sur cette initiative d'école à ciel ouvert que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.